Ok, donc nous avons un système composé de trois masses identiques. Et puis on a 5 ressorts qui lient ces masses entre elles et par rapport au bâti. Donc nous avons déjà trouvé les pulsations propres et les modes propres. Donc la première pulsation au carré c'est égal à oméga 0 au carré, la deuxième c'est 2 fois oméga 0 au carré, la troisième c'est 4 fois oméga 0 au carré avec oméga 0 égale k sur m. Alors, on commence d'abord par nous demander de trouver la matrice Rader. Alors, le principe de la méthode, il est simple. Donc, nous avons en statique, si on applique un vecteur force à un ensemble de masses, ça va être égal à la matrice Rader qui multiplie le déplacement. Donc, si j'impose un déplacement, pour ce cas-là, un déplacement unitaire à la première masse et je bloque la deuxième et la troisième masse. Donc, la force, ça va être égal à la première colonne de K. Donc, il suffit d'imposer un déplacement unitaire à la première masse, bloquer les deux autres masses et puis voir les forces ressenties par ces masses. Allons-y. Donc, si je bloque la deuxième et la troisième masse, voilà, et j'impose un déplacement unitaire à la première masse. Donc ici c'est bloqué, donc c'est équivalent pour la première masse à ça. Donc un déplacement imposé unitaire. Ok. Donc par rapport à la position d'équilibre, je vais avoir deux forces qui s'exercent sur la masse M1. Donc la première force de rappel, c'est moins Kx1 et la deuxième, c'est moins, puisque j'ai ici K et K, moins Kx2 et donc moins x1, pardon, égale moins 2 fois K fois x1, or x1 égale à 1, donc ça fait moins 2K. Ce que j'aurais pu faire, c'est dire, ok, donc ce système-là, c'est équivalent à ce système-là. Ok, et j'ai deux ressorts en parallèle. Et donc, c'est équivalent à un seul ressort de raideur 2K. Et là, j'ai un déplacement x1. Donc, quelle est la force nécessaire pour produire ce déplacement unitaire? La force, c'est égal à moins 2 fois K fois la force ressentie par la masse M1, c'est moins 2 fois K fois X1 qui est égal à 1, donc ça fait moins 2K. Ok, donc voilà notre premier élément de la matrice K. 2K. Alors, pourquoi ici j'ai moins 2K et là j'ai mis 2K? Parce que l'équation du mouvement d'un système s'écrit mx de point égale kx plus éventuellement des forces externes. Et donc, lorsque je passe tous les termes en x du même côté, je vais avoir moins k fois x. Et donc, le moins 2k, quand je le passe de l'autre côté, ça devient 2k. Alors maintenant, la deuxième masse, qu'est-ce qu'il ressent comme force? Alors ici, tout à l'heure, lorsque j'ai imposé un déplacement dans le sens positif, les forces étaient des forces de rappel au niveau de M1. Maintenant, au niveau de M2, vous voyez que si je pousse cette masse de ce côté-là, le ressort, il va transmettre cette force. Donc la force qui va être ressentie par M2, c'est égal à K fois
x1 qui est égal à k. Et donc, lorsque je passe ce terme, cette force, je le mets à côté de la force d'inertie, ça devient moins k. Maintenant, pour la troisième masse, donc on voit que le fait de déplacer la première masse n'a aucun effet. Et donc, ça va être 0. Alors, la matrice, elle est symétrique. Donc, je vais mettre automatiquement 0, 0. OK. Je vais effacer cette partie. Voilà. Alors maintenant, je vais faire de même. Donc, j'impose un déplacement nul à M1, puis un déplacement unitaire à M2, et la même chose ici pour M3, je le fixe. Alors, je vois que le système est équivalent à M2, déplacement unitaire imposé de 1, et là j'ai premier ressort, deuxième ressort, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai en fait 3 ressorts en parallèle. Et donc, la force ressentie par la masse 2, c'est égal à moins 3K. Donc, j'écris ici 3K. Alors, la force qui est transmise à M1, nous l'avons déjà calculé. Il va être dans le sens positif. Et en fait, il y a une symétrie. C'est la même chose qui arrive à la masse M3. Le fait de déplacer, d'imposer un déplacement unitaire à la masse M2 transmet une force de K. Et donc, j'écris ici moins K. Et la matrice ici, elle est symétrique. Et en fait, M1 et M2 jouent le même rôle. Donc, je peux écrire directement ici 2K. Donc, voilà la matrice, la matrice Rader. Alors, au passage, la matrice M, elle est égale à M fois l'identité. Deuxième question. Sans résoudre le problème aux valeurs et aux vecteurs propres, vérifier les pulsations et la matrice modale trouvée. Donc, nous avons déjà notre matrice modale et nos pulsations propres. Donc, pour vérifier le résultat, nous allons calculer le quotient de Rayleigh. Donc, pour la première pulsation propre, le quotient de Rayleigh s'écrit le vecteur modal 1, 1, 1 fois la matrice qu'on vient de trouver. Je vais mettre K en facteur. Et donc, je vais avoir 2, moins 1, 0, moins 1, 3, moins 1, puis 0, moins 1, 2, fois le vecteur propre 1, 1, 1. Et au dénominateur, puisque la masse c'est égal à m fois l'identité, donc j'écris tout simplement le vecteur ligne 1 fois le vecteur colonne 1. OK? Donc ça fait oméga 0 au carré, k sur m c'est oméga 0 au carré, facteur de 1, 1, 1, et là nous avons le vecteur 1, 1, 1, donc 2 moins 1 ça fait 1, moins 1 plus
moins 1 plus 3 moins 1, ça fait 1. Et 2 moins 1, ça fait 1. Divisé par 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc là, c'est même pas la peine de faire le calcul. Et oméga 0 carré. Donc je trouve que le quotient de Rayleigh qui correspond au premier vecteur propre coïncide avec la première pulsation propre au carré. Maintenant, deuxième quotient. Donc je prends le deuxième vecteur propre. C'est 1, 0, moins 1 fois la même matrice de moins 1, 0, moins 1, 3, moins 1, 0, moins 1, 2, fois le deuxième vecteur propre, 1, 0, moins 1, divisé par 1, 0, moins 1, 1, 0, moins 1. Et donc ça fait oméga 0 carré, facteur de 1, 0, moins 1, fois le vecteur 2, 0, moins 2, divisé par 1, 0, moins 1, 1, 0, moins 1. Ce qu'on peut remarquer que ce vecteur-là, c'est deux fois ce vecteur-là, donc c'est pas la peine de développer les calculs, on trouve 2 fois oméga 0 carré. Et donc le deuxième quotient de Rayleigh coïncide avec la deuxième pulsation propre donnée. Et troisième quotient de Rayleigh, c'est égal, et là j'utilise le troisième vecteur propre, 1 moins 2, 1, et puis la même matrice, moins 1, 3, moins 1, 0, moins 1, 2, fois vecteur 1, moins 2, 1, divisé par 1, moins 2, 1, fois vecteur 1, moins 2, 1. Et donc ça fait oméga 0 carré, vecteur 1, moins 2, 1. Et là, j'ai 4, moins 8, 4, divisé par 1, 1, 1, 1, 1, moins 2, 1, 1, moins 2, 1. Alors là aussi, on remarque que ce vecteur-là, c'est égal à ce vecteur-là fois 4, et donc, c'est 4 oméga 0 carré. Donc, les trois quotients de Rayleigh correspondent aux trois pulsations propres données. Donc, le problème est vérifié. Alors, on nous demande de normaliser la matrice modale par rapport à la masse. Donc, c'est simple. On va multiplier les vecteurs propres. Donc, ça, c'est le premier vecteur propre, fois la masse m, fois le premier vecteur propre. Et donc, ça donne m fois 1, 1, 1, vecteur ligne, fois le vecteur colonne 1, 1, 1. Ça fait 3m. Et donc, le premier vecteur propre normalisé par rapport à la masse est 1 sur racine carrée de 3m fois 1, 1, 1. Et donc, on vérifie que V1 fois transposé fois M fois V1, c'est égal à 1. Ok, puisque je vais avoir 1 sur racine de 3m fois 1 sur racine de 3m fois 3m, ça fait 1. Le deuxième vecteur propre normalisé par rapport à la masse, 1, 0, moins 1 fois m, qui est m fois l'identité, fois 1, 0, moins 1. Ça donne 1 plus 1, c'est 2m. Ok, et donc le deuxième vecteur propre normalisé par rapport à la masse, c'est 1 sur racine carrée de 2m, 1, 0, moins 1. Et le troisième vecteur propre normalisé par rapport à la masse est obtenu à partir de cette équation. J'ai oublié de... en fait... non, je l'ai dit, voilà, elle est là.
Et donc, de même, je vais avoir V, une fois je fais le calcul, là, je vais avoir 1 sur racine de 2m fois 2m fois 1 sur racine de 2 qui donne bien V de t transposé de V2 fois 1 fois V2 égale à 1. Et donc, de la même manière ici, je vais avoir 1 moins 2a qui est égal à 2 fois 2, 4, plus 1, ça fait 6. Et donc, ça donne 6m. Et donc, le troisième vecteur propre normalisé par rapport à la masse, c'est 1 sur racine carrée de 6m, 1 moins 2, 1. Et donc, la matrice modale normalisée par rapport à la masse, c'est 1 sur, je mets en facteur le 1 sur racine carrée de m, 1 sur racine de 3, 1 sur racine carrée de 2, 1 sur racine carrée de 6 et 1 sur racine carrée de 3, 0, moins 2 sur racine carrée de 6, 1 sur racine carrée de 3, moins 1 sur racine carrée de 2 et 1 sur racine carrée de 6. Donc voilà notre matrice modale normalisée par rapport à la masse. Quatrième question. On nous demande de trouver la matrice de flexibilité sans inverser la matrice d'Hredder. Nous avons déjà obtenu la matrice d'Hredder, on ne voudrait pas l'inverser pour avoir la matrice de flexibilité. Bon, je rappelle comment est-ce qu'on fait pour obtenir la matrice de flexibilité. Comme pour la matrice d'Hredder, le principe est simple. Donc G A fois force égale déplacement. Tout à l'heure, j'avais K fois X égale à F. Maintenant, avec la matrice de flexibilité, qui est l'inverse de la matrice de Hredder, A fois la force égale à X. Et donc, si j'impose une force unitaire sur la première masse, ok, j'obtiens, donc A fois ça, j'obtiens la première colonne de la matrice de flexibilité. Donc il suffit d'imposer une force unitaire à la première masse, aucune force. Attention, ça ne veut pas dire qu'on bloque la matrice, on la laisse libre. Il n'y a pas de force qui s'exerce sur cette masse, ni sur la troisième. Et on calcule les déplacements des différentes masses. Ce qu'on obtient comme vecteur, en fait, c'est, dans ce cas-là, c'est la première colonne. Allons-y. Donc, nous avons déjà notre matrice d'Hredder. Donc, j'ai K fois 2 moins 1, 0, moins 1, 3, moins 1, 0, moins 1, 2, qui multiplie le vecteur déplacement égale force. Alors, pour le premier cas, j'impose une force unitaire à la première masse et aucune force ni sur la deuxième ni sur la troisième. Alors, ici, on va implicitement inverser cette matrice, mais on ne le fait pas explicitement. Donc, si je vois la troisième colonne, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai moins x2 plus 2 fois x3 égale 0. Et donc, ça veut dire que x2 égale à 2 fois x3. Donc, ça, c'est la troisième ligne qui me donne ça. Si je vois la deuxième ligne, j'ai moins x1 plus 3 fois x2 moins x3 égale 0. Et là, j'ai x2 qui est égal à 2 fois. Ça veut dire x1, il doit être égal à 5 fois x3. x1 égale 5 fois x3. Maintenant, j'utilise la première ligne. Donc, j'ai 2x1 moins x2 plus 0 fois x3 égale à 1. OK? Donc, 1 sur k. Il ne faut pas oublier ce k. Égal à 1 sur k. Donc, j'ai 2x1, c'est égal à 5 fois x3. Et donc, j'ai 10 fois x3 moins x2, c'est égal à 2 fois x3
qui doit être égal à 1 sur k. Et donc j'ai 8x3 égale à 1 sur k. Ou bien x3 égale x3 égale à 1 sur 8k. x2 égale 2 fois x3 et donc est égal à 2 sur 8k. Et x1 égale à 5 fois x3, donc 5 sur 8k. Donc notre matrice A, on vient de trouver la première colonne. Donc je vais mettre le 8k en facteur. Et donc là j'ai 5, puis 2 et puis 1. Or, la matrice de flexibilité, comme la matrice des raideurs, elle est symétrique. Donc j'ai sur la ligne aussi, sur la première ligne, 5, 2, 5, 2, 1. Et puis, je peux faire la remarque, c'est que x1 et x3 jouent un rôle symétrique. Ça veut dire, si j'avais imposé un déplacement unitaire à la troisième masse se comporterait comme la première masse dans le premier cas, etc. Et donc, j'aurais trouvé, sans faire les calculs, 1, 2, 5. Okay? Et puisque la matrice est symétrique, donc j'ai aussi ce terme. Tout ce qui me reste à faire, c'est trouver un seul terme, le A de 2. OK? Allons-y. Donc, je vais effacer cette partie de l'écran. OK. Alors maintenant, nous allons imposer un déplacement unitaire, pas de déplacement, une force unitaire à la deuxième masse. Moins 1, 3, moins 1, 0, moins 1, 2. Fois x1, x2, x3 égale à 0, 1, 0. OK. Alors, ce qu'on peut remarquer que nous avons, dans ce cas-là, x1 égale x3 égale à 2 sur 8k. D'après les éléments que nous avons déjà trouvés. Et par conséquence, en fait, je peux utiliser n'importe quelle ligne. Par exemple, la première ligne donne 2x1 égale à x2. Et donc, le 2x1, ça fait 4 sur 8k. Et donc, l'élément qui me manquait, je viens de le trouver, c'est 4. J'aurais pu utiliser la dernière ligne, la ligne du milieu, donc la deuxième. Toutes les lignes sont valables puisque nous avons déjà trouvé les déplacements x1, x3 lorsque on applique une force unitaire à la masse du milieu. Ça, c'est une première méthode. Ce que j'aurais pu faire, c'est raisonner en termes de ressort. Donc, je vais redessiner le système. Voilà. Donc, ici, j'ai une force unitaire. Je vais essayer de retrouver la première colonne. Et là, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai un premier ressort. Et puis, la masse M2. Un troisième ressort. Puis, M3 et K. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai ici en fait? J'ai deux ressorts qui sont en série. Voilà. Donc, ces deux ressorts-là, c'est comme si j'ai un ressort de raideur K sur 2. OK. Et en fait, j'aurais pu le dessiner de l'autre côté.
Donc je vais le dessiner de l'autre côté, K sur 2. Alors qu'est-ce que j'ai ici? En fait, deux ressorts qui sont en parallèle. Et donc voilà mon premier ressort, ma masse M1, la force unitaire, puis ici j'ai K, M2. Et là, ce sont deux ressorts en parallèle. Et donc leur raideur équivalente, c'est 3K sur 2. Et donc qu'est-ce que j'ai là? Deux ressorts en série. Et donc ils vont avoir un K équivalent tel que 1 sur K équivalent égale 1 sur K plus 2 sur 3K, ou bien égal à 5, 3, 5 sur 3K. Et donc la raideur équivalente, c'est égal à 3K sur 5. Donc j'ai ma masse M1, ici j'ai un ressort K, et de l'autre, j'ai 3K sur 5. Et je vois que les deux ressorts, ils sont en parallèle. Et donc, sous l'action de la force unitaire, donc je vais avoir 1, la force unitaire, égale la raideur équivalente, qui est donc la force unitaire 1 égale à est égal à K plus 3K sur 5, ça fait 8K sur 5 fois le déplacement de la première masse. Et donc, ça donne, comme tout à l'heure, x1 égale à 5 sur 8K. Alors, pour trouver les autres déplacements, on va d'abord faire la remarque. Ça, c'est la force unitaire appliquée. Alors ici, on voit qu'il y a deux chemins possibles. Okay, donc une partie de la force, il va partir de ce côté-là et l'autre de l'autre côté, de façon à ce que la somme des deux égale à 1. Alors ici, j'ai un simple ressort de raideur K. Donc cette force-là, je vais l'appeler F indice gauche. Il va être égal à K fois X1. Or, X1, c'est égal à 5 sur 8K. Et donc, cette force-là, c'est 5, 8. Donc, la force de gauche est égale à 5 huitièmes. Et donc, automatiquement, la force de droite, qui passe à droite de M1, c'est égal à 1 moins 5 huitièmes, ou bien égal 3 sur 8 unités. OK? Alors, maintenant, pour calculer le déplacement de X2, cette force-là, F2, il passe dans ce ressort de raideur K. Et donc, ce que je peux dire, j'essaie de déplacer la page. OK, donc je vais effacer peut-être cette partie de l'écran pour libérer de la place. Voilà. Alors, donc, j'ai dit, la force de droite, il passe dans le ressort de raideur K. Et qu'est-ce que j'ai en fait? La force, voilà, force de droite égale à la raideur du ressort, qui est égale à K, facteur de déplacement de la masse 1 moins la masse 2. Et donc, c'est égal à K, facteur de la masse, le déplacement de la masse 1, c'est 5 huitièmes de K, moins X2. Et donc, X2, c'est égal à X1
plus moins. Donc c'est x1 moins 3 sur 8k. x1 c'est égal à 5 sur 3 sur 8k. Et donc ça fait 2 sur 8k. Et on trouve exactement le même résultat. OK? Maintenant, pour trouver la force, plutôt le déplacement de x3, nous allons avoir besoin donc de la force qui passe ici. Donc je vais redessiner cette partie-là. Voilà. Donc je vais avoir K, M3 et K. Donc la force FD, là aussi, il va se diviser en deux. Cette partie-là, qui est égale à K fois X2, et le reste qui passe dans les deux ressorts en série, hein, qui nous intéresse. OK? Donc cette première force, c'est égal à 2/8. Donc c'est la force qui passe dans ce ressort-là, qui est entre la masse M2 et le bâti. Et le reste, 3/8 moins 2/8, c'est la force que nous avons ici, 1/8. Et je vois que cette force-là, qui passe en fait le long de ces deux ressorts, je la retrouve ici, entre la masse M3 et le bâti. Et donc, j'ai K fois X3 égale à 1/8. Ou bien X3 égale 1 sur 8K. Et donc, nous avons trouvé les mêmes résultats. Donc, nous avons trouvé cette colonne, donc automatiquement cette ligne, puisque le problème est symétrique. Et donc, nous avons trouvé cette ligne et cette ligne. Il nous reste à vérifier juste ce chiffre-là. Donc, pour cela, nous allons imposer un déplacement, plutôt une force unitaire à M2. Donc voilà notre M2. J'impose une force unitaire. Si j'ai K, puis etc., etc. Puisque je m'intéresse en fait au déplacement de M2, c'est comme si M1 et M3 n'existent pas. Ok, donc qu'est-ce que je vois? C'est équivalent à deux ressorts en série, donc qui vont avoir K sur 2. Là aussi, j'ai deux ressorts en série, donc ils vont avoir une raideur de K sur 2, puis M2 et K. Et toujours la force unitaire appliquée. Ici, je vois deux ressorts en parallèle, et donc, ils ont une raideur équivalente, K sur 2 plus K sur 2, ça fait K. K, M2, K. Et donc, c'est équivalent à un système qui a une raideur équivalente de 2K et auquel on applique une force unitaire. Donc, le déplacement, c'est égal à la force qui est unitaire divisée par 2K, ou bien 4 sur 8K. Et voilà, le résultat, elle est vérifié. Cinquième question, on nous dit qu'une force identique, en plus harmonique, exprimée par F0 sinus oméga t, est appliquée à la première et à la troisième masse. La solution particulière sera nécessairement, si on ne s'intéresse pas au régime transitoire, il sera de même nature et par conséquent, on va l'écrire xp égale un vecteur fois F0 sinus oméga t. On nous demande de trouver le vecteur A en fonction de la pulsation d'excitation oméga. Donc là, on va écrire le système
Donc mx deux points. Donc les trois masses, ils doivent vérifier cette équation. Égale à F avec F est égal à 1, 0, 1 fois F0 sinus oméga t. Donc, on peut résoudre l'équation comme ça, mais ça va être très compliqué. Pour simplifier, comme nous l'avons l'habitude de le faire, on va faire un changement de variable. Donc, au lieu de travailler dans l'espace des déplacements physiques, on va passer à l'espace de contribution des vecteurs propres. Et donc, j'écris que x, vecteur déplacement physique des masses, c'est égal à la matrice modale, normalisée par rapport à la masse, pour simplifier, on verra pourquoi, fois le vecteur contribution des vecteurs propres. Et donc, je remplace. Donc, je vais avoir m. La matrice modale ne dépend pas du temps. Et donc, je vais obtenir moins phi, grand x de point, plus k, grand phi fois grand x, égale au vecteur force. Voilà. Je multiplie par le transposé de la matrice modale. Phi fois vecteur contribution fois phi prime, ou transposé plutôt, fois f. Voilà, ça c'est l'équation du mouvement. Alors, si f, plutôt f est la matrice modale normalisée par rapport à la masse, j'ai f de t, c'est-à-dire le transposé de la matrice modale fois phi, c'est égal à l'identité. OK. Et de la même manière, j'ai transposé de phi fois k fois phi, c'est une matrice diagonale avec sur la diagonale les trois pulsations propres au carré. Très important. Donc, allons-y. Je vais rappeler donc, bien, je vais donner directement la matrice modale transposée. C'est égal à 1 sur racine de m. Attention, c'est le transposé par rapport à ce que j'ai écrit tout à l'heure. Donc, c'est 1 sur racine de 3. Donc, les lignes deviennent colonnes et les colonnes deviennent lignes. 1 sur racine de 3, ça c'était sur la colonne. 1 sur racine de 2, 0, moins 1 sur racine de 2. Puis 1 sur racine de 6, moins 2 sur racine de 6, et 1 sur racine de 6. Donc, le transposé de phi fois le vecteur 1, 0, 1, qui est le vecteur force, c'est égal à 1 sur racine carrée de m. Et donc, tout calcul fait, on trouve 2 sur racine de 3, 0, et 2 sur racine carrée de 6, fois bien sûr F0 sinus oméga t. Ça, c'est la force. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Le deuxième mode n'est pas excité. Alors, je vais utiliser ces propriétés. OK, je les injecte dans l'équation de mouvement. Et donc, ça me donne trois équations. x1 plus oméga 1, pardon, il n'y a pas de double dot. Donc, la dérivée seconde de la première contribution de mode propre plus la première pulsation propre au carré fois x1
c'est égal à la composante de la force dans la base de contribution des modes propres. 2 sur racine carrée de 3 fois F0 sinus oméga t. La deuxième équation s'écrit dérivée seconde de x2 plus oméga 2 au carré, x2 égale à 0. Et la troisième équation, plus oméga 3 au carré, fois x3 égale à 1 sur racine carrée de m, 2 sur racine carrée de 6, f0 sinus oméga t. Ok. Donc, on s'intéresse à la solution particulière, et donc la solution particulière, il va être harmonique de même pulsation. Et pour ce terme-là, puisqu'il n'y a pas de force, donc x2, la solution particulière, c'est x2 égale 0. Et donc, on obtient le vecteur solution particulière, le vecteur contribution des modes propres que je mets. Alors ici, si je dis que x1 il va être de même nature que la force, donc il va être harmonique. Donc là, je vais avoir un moins oméga carré. Je mets x1 en facteur et donc j'obtiens x1 égale, par exemple, 1 sur racine carrée de 3 fois oméga 1 au carré moins oméga carré, le tout fois 2 racine carrée de m, f0 sinus oméga t. Et donc, je mets en facteur le 2 sur racine carrée de m, f0 sinus oméga t, puisqu'il va être en commun. Donc, ok, je l'écris quand même. Donc, x1, il va être de même nature, et donc il va être harmonique, il va s'écrire, par exemple, x1, 0 sinus oméga t, et donc là, je vais avoir moins oméga carré fois x1 plus oméga 1 au carré x1 égale à 1 sur racine carrée de m, 2 sur racine carrée de 3, f0 sinus oméga t. Donc, je mets en facteur x1 et je dis que ça, c'est égal à 1 sur oméga 1 au carré moins oméga carré fois 1 sur racine carrée de m sur 2, 3, f0 sinus oméga t. Je fais de même pour x3, mais pour le x2, c'est 0. Donc là, je l'écris 1 sur racine carrée de 3, oméga 1 au carré moins oméga carré, puis 0, et 1 sur racine carrée de 6, oméga 3 au carré moins oméga carré. Le tout facteur de 2 sur racine carrée de m, f0 sinus oméga t. Ok, donc nous avons trouvé le déplacement. Donc je crois que je vais devoir effacer, par exemple, cette partie-là. Alors, on revient à notre déplacement physique x. C'est égal à phi fois grand X qu'on vient de trouver. Ok, donc phi, j'ai son expression, etc. Et donc, on va trouver, une fois on remplace phi par son expression x par le vecteur que je viens de trouver, l'expression 1 sur 3 oméga 1 au carré moins oméga carré plus 1 sur 6 oméga 3 au carré moins oméga carré. Pour le deuxième déplacement physique, 1 sur 3 oméga 1 au carré moins oméga carré moins 1 sur 3 oméga 3 au carré moins oméga carré, puis 1 sur 3
oméga 1 au carré moins oméga carré plus 1 sur 6. Alors, puisque ici le chargement il est symétrique, je vois que le déplacement x1 égale à x3, ce qui est logique. On a la même force qui est appliquée à M1 et M2, le problème est symétrique. Donc le tout multiplié par 2 sur M, F0 sinus oméga t. Donc ça c'est le déplacement physique. Et par conséquence, le vecteur A, il suffit de diviser par F0 sinus et j'obtiens cette expression-là. Ok, j'ai cette expression-là. Est-ce que je peux la coller? Aucune idée. Anyway, donc A, c'est cette expression-là sans le F0 sinus oméga t. Alors, j'ai réécrit l'expression du vecteur A. Dans cette question, on nous demande de trouver les pulsations d'antirésonance de la masse M1 et M3, puisqu'ils ont la même expression. Donc si oméga, c'est une pulsation d'antirésonance pour M1, il l'est aussi pour M3. Alors, c'est quoi une pulsation d'antirésonance? C'est une pulsation externe. Hein. J'applique une force avec cette pulsation d'antirésonance et certaines masses ne bougent pas. Donc, pour que la masse M1 ou bien la masse M3 ne bouge pas, il faut que 2 sur M1 au carré moins oméga carré soit égal à moins 1 sur oméga 3 au carré moins oméga carré. Donc la somme des deux, il doit être égal à 0. Et donc, ça veut dire que 2 fois oméga 3 au carré moins oméga carré égale moins oméga 1 au carré plus oméga carré. Ou bien oméga carré égale à oméga 1 au carré plus 2 fois oméga 3 au carré divisé par 3. Or, oméga 1 au carré égale oméga 0 au carré, oméga 3 au carré égale 4 fois. Donc, ça fait 9 sur 3, ou bien 3 oméga 0 au carré. Et donc, la pulsation d'antirésonance, c'est égal oméga 0 égale oméga 0 fois racine de 3. Donc, si on applique cette pulsation, oméga 0 racine de 3, la masse M1 et M3 ne vont pas bouger. Septième question, expliquer le phénomène, expliquer physiquement le phénomène d'antirésonance. Ça veut dire, si on excite le système avec cette pulsation d'antirésonance, pourquoi M1 et M3 ne bougent pas? Alors, j'ai dessiné le système. Donc là, j'ai la force aussi F0 oméga t, mais je vais raisonner sur la masse M1. Donc, qu'est-ce que j'ai? Les forces qui s'exercent sur M1. Donc, j'ai F0 sinus oméga t. Puis, j'ai une force de rappel qui est égale à K fois X1 dans le sens opposé. Et une force de rappel, K fois X2 moins X1. OK? Alors, nous avons calculé la réponse du système lorsqu'il est excité par une pulsation oméga. En plus, si oméga coïncide avec la pulsation d'antirésonance, j'ai X1 et X3 qui sont égales à 0. Donc, la somme de ces deux forces,
Donc, déjà, ce que j'ai, donc la somme des deux forces, c'est x, x2 moins x1 moins x1. Ça fait moins 2x2. Donc, j'ai deux forces de moins 2x1. Voilà. Alors, ces deux forces-là, si oméga égale racine carrée de 3 oméga 0, nous avons trouvé que x1 égale à 0. Et par conséquent, la somme des deux forces de rappel, okay, ça va être égal à x, k fois x2. Alors, voyons voir ce que ça donne. Nous avons déjà calculé x2, et donc, la somme des deux forces, x2 moins 2x1, sachant que x1 égale 0, donc nous allons remplacer l'expression de x2. Donc ça fait k, je n'ai pas besoin de zoomer, voilà, k fois 2 sur m, et là j'utilise l'expression que nous avons trouvée pour la réponse. Je vais mettre 6 en facteur, 2 sur... Ok, supprimer, voilà. Donc 2 sur oméga 1 moins oméga carré moins 2 sur, pas 6, je l'ai mis en facteur. Alors, bon, j'ai mis en facteur le 6, donc ça fait oméga 3 au carré moins oméga carré. Voilà. Alors, ça donne 6K sur 9M. Donc, ça fait 2 fois oméga 3 au carré moins oméga carré moins 2 fois oméga 1 carré moins oméga carré. Alors, oméga 3 au carré moins oméga carré moins oméga 1 au carré moins oméga carré divisé par le produit oméga 3 au carré moins oméga carré oméga 1 au carré moins oméga carré. Alors remarquez qu'au passage, j'ai oublié de le mentionner, si oméga coïncide avec oméga 1 et oméga 3, il y aura résonance. Donc les déplacements ils vont tendre vers l'infini s'il n'y a pas d'amortissement. Ok, et donc ça donne égal 2K sur 3M, donc ici 2 fois 3, 3 fois 3, 2K sur 3M, et je développe oméga 3 au carré moins oméga carré moins oméga 1 au carré plus oméga carré. Et donc je vois que le oméga carré il va partir sur le même dénominateur. Ok. Alors maintenant, le dénominateur lorsque oméga carré égale à 3 fois oméga 0. Donc le oméga 3 au carré c'est égal à 4 fois oméga 0 au carré moins 3 fois oméga 0 au carré. Et le oméga 0, le oméga 1 au carré, c'est oméga 0 au carré, moins fois 3 fois moins 3 fois oméga 0 au carré. Alors ici, c'est parti. Ici, je vais avoir 4 oméga 0 au carré, moins 3. Et donc, ça fait 2K sur 3M fois 3 oméga 0 au carré divisé par 4 moins 3, ça fait oméga 0
au carré. Et puis, oméga 0 moins 3, ça fait moins 2. Et donc, ça fait moins 2 oméga 0 à la puissance 4. Et donc, c'est égal à moins k sur m fois 1 sur oméga 0 au carré. Or, le oméga 0 au carré, c'est égal à k sur m. Et donc, ça fait... alors, j'ai oublié le terme f0 sinus oméga t. Et donc là, en fait, c'est pas moins 1, c'est moins f0 sinus oméga t. Dans la réponse de x, nous avons le f0 sinus oméga t qui était en facteur... bon. Parce que ce que nous avons utilisé c'est a, mais la réponse, nous avons dit que c'était égal à a fois f0 sinus oméga t. Donc si a égale à moins 1, la réponse, le déplacement, en fait, c'est moins f0, c'est le déplacement à f0 sinus oméga t près. Et comme ici on calcule une force, donc la somme des deux forces de rappel, il donne moins f0 sinus oméga t. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la masse M1, on lui applique une force f0 sinus oméga t, et la combinaison, les deux forces de rappel des ressorts, applique une force moins f0 sinus oméga t. Donc, M1 ne bouge pas. Donc, x1 égale 0 puisqu'il est en équilibre sous l'action de deux forces. Donc voilà pourquoi nous avons le phénomène d'anti-résonance, parce que sur M1 et sur M3, les forces externes sont équilibrées par les forces de rappel du ressort. Huitième question, démontrer que la masse 2 ne possède pas de pulsation d'antirésonance. Donc il suffit de voir le deuxième élément de notre vecteur grand A et donc dire, bon, pour qu'il y ait une antirésonance, il faut que 1 sur 3 oméga 1 au carré moins oméga carré moins 1 sur 3 oméga 3 au carré moins oméga carré soit égal 0. Il faut que la masse M2 ne bouge pas. Or, la deuxième entrée, voilà son expression. Et donc, ça veut dire il faut que M3 au carré moins oméga carré soit égal à oméga 1 au carré moins oméga carré. Ou bien oméga 3, je n'ai pas besoin de zoomer, ou bien oméga 1 égale oméga 3. Or, oméga 1 est différent de oméga 3 et par conséquence, le deuxième élément de notre vecteur A ne peut jamais être égal à 0 et donc il n'y a pas d'anti-résonance. Neuvième question, on nous demande de tracer l'allure de la variation de la réponse de la masse M1 et M2 en fonction de la pulsation d'excitation. Alors, ici, j'ai la pulsation d'excitation, ici un module quelconque. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que j'ai oméga 1, oméga 3. Dans les expressions que nous avons vues, si oméga coïncide avec oméga 1, oméga 3, je vais avoir un déplacement qui tend vers l'infini. Voilà. Et puis j'ai une anti-résonance racine carrée de 3 oméga 0. Ok. C'est une matrice, c'est une pulsation d'anti-résonance et par conséquent, nous allons avoir l'allure comme ça. Voilà, pour M1. Pour M2, la seule différence, c'est que, voilà, M1, oméga 1, oméga 3, il n'y a pas d'anti-résonance. Et donc, je vais avoir, par exemple, comme ça, et puis ça. Il n'y a pas d'anti-résonance.
en aucun cas nous pouvons avoir un déplacement comme c'est le cas ici qui est nul pour une pulsation d'excitation. Dernière question, comment peut-on n'exciter que le deuxième mode? Alors, pour cela, il faut considérer l'expression, puisque dans la base des contributions des modes propres, la force s'exprime par le transposé de la matrice modale fois le vecteur force. Donc, si je fais le calcul de ce produit-là, j'obtiens 1 sur racine de 3 F1 plus F2 plus F3. Et la racine carrée de 2, F1 moins F3. 1 sur racine carrée de 6, F1 moins 2 fois F2 plus F3. Alors, remarquez au passage que si F1 égale F3, on a le deuxième mode qui n'est pas excité. C'est le cas que nous avons traité au niveau de la question précédente. Alors maintenant, on nous demande comment n'exciter que le deuxième mode. Donc, en appliquant une force, c'est implicite. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas qu'il y ait une force qui excite le premier ni le troisième. Et donc, je dois avoir deux contraintes. La somme des trois, F1 plus F2 plus 3 égale 0, et F1 moins, donc moins 2F2 plus F3 égale 0. Si je calcule par exemple la différence des deux, ça me donne F2 égale 0. Et puis si j'injecte F2 égale 0 dans l'une des deux équations, ça me donne F1 égale à moins F3. Donc pour n'exciter que le deuxième mode, il faut appliquer une force quelconque sur la première, puis rien sur la deuxième et moins F1 sur la troisième. Et là, c'est évident puisque le système il est symétrique. Et le deuxième mode, je vous rappelle, qui est égal à 1, 0, moins 1, il est antisymétrique. Donc, il faut appliquer une force antisymétrique. C'est le cas. Okay, donc, j'applique une force positive, par exemple, sur la première masse. Et la même force, mais dans le sens opposé sur la troisième et rien sur la deuxième masse. C'est comme ça qu'on peut n'exciter que le deuxième mode. Ainsi se termine la correction du premier exercice. À bientôt.